Bonjour. Nous voici réunis aujourd'hui pour ces réponses à vos questions que vous avez posées sur Internet. Écoutez, pour commencer, je voudrais juste rappeler que je suis Patrick Durand, que je suis docteur vétérinaire et que je suis plutôt versé dans les médecines alternatives maintenant. Je me suis un peu éloigné de mon métier de base et donc j'utilise plutôt des méthodes qui relèvent de la naturopathie animale si l'on veut. Je vous demande si cette vidéo vous plaît, de ne pas hésiter à la fin de mettre un pouce pour affirmer que vous êtes satisfait. Et deuxièmement, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Écoutez, je vais donc prendre la première question. La première question donc, qui a été posée est à propos d'un chien berger australien qui aurait depuis plusieurs semaines une dépilation du nez avec des croûtes. Donc sur les conseils du vétérinaire, je lui mets la crème solaire du jour et les homéoplasmines la nuit. Les croûtes ne sont plus là, mais le poil ne repousse pas. Que puis-je appliquer pour stimuler la repousse du poil? Alors, pour la repousse du poil, puisqu'apparemment le problème a l'air de se régler, il faut en effet stimuler la peau. On peut la stimuler par un apport de vitamine A. Il existe des pommades à la vitamine A. Et on peut aussi utiliser l'aloe vera qui peut stimuler en effet la repousse du poil. Il faut aussi penser à donner au niveau général, donc par voie orale, des choses qui peuvent participer à la reconstruction. Donc on retombe à nouveau sur les vitamines, mais les vitamines B ce coup-ci, qui participent pour la plupart d'entre elles à des effets sur la peau. Et donc la levure de verre c'est pas mal, un complexe de vitamine B c'est très bien. On peut aussi donner évidemment la spiruline, qui est un très bon stimulant de la repousse du poil. Voilà, j'espère que j'ai assez bien répondu à cette question. Question suivante. Alors, il s'agit d'un problème de testicule ectopique. Que peut-on faire pour permettre la descente du testicule et à partir de quand cela ne sera plus possible? Mon chiot a 9 mois. Est-on obligé de castrer un chien qui est monorchide? Merci pour votre travail. Je n'avais pas fait attention, voilà. C'est gentil. Alors, le testicule ectopique, c'est donc un testicule qui ne va pas être à sa place. Sur un chien de 9 mois, on peut s'inquiéter parce qu'en général, soit le testicule est en position abdominale, donc dans le ventre, soit il est en chemin, mais il n'est pas arrivé là où il fallait. S'il n'est pas arrivé là où il fallait, en effet, il y a des traitements hormonaux qui permettent de le faire descendre. Pour les testicules qui sont à l'intérieur du ventre, quasiment aucune chance de les faire migrer dans les bourses. Il existe aussi des traitements ayurvédiques, des traitements homéopathiques qui aident à la migration. Je ne vous cache pas que pour un chien de 9 mois, je pense que ça va être très difficile d'arriver à le faire migrer le testicule là où il doit être, si tant est qu'il soit sous la peau. Alors le problème du testicule ectopique, s'il est visible, on peut évidemment voir ce qu'il se produit sur lui. S'il est intra-abdominal, le risque c'est qu'il se tumorise avec le temps. Souvent ces tumorisations apparaissent vers 4-5 ans. Il est fortement conseillé par les vétérinaires en général de stériliser, donc d'enlever le testicule ectopique vers l'âge de 3 ans. Ceci étant, il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de danger particulier si éventuellement il y a tumorisation. Dans un premier temps, il n'y aura pas de généralisation, mais il y aura des symptômes. Ces symptômes sont souvent une modification du poids, prise de poids, une perte de poil importante, donc des éléments externes, visibles, qui font qu'on se pose des questions, et sachant qu'on a un testicule qui n'est pas à sa place, on va donc imaginer que ça puisse être ça à l'origine. À ce moment-là, on peut envisager l'opération. Il y a beaucoup de chiens qui n'ont pas été opérés avec un testicule ectopique abdominal et qui n'ont pas eu de soucis particuliers. Voilà. Donc soyez un peu rassurés, mais soyez en même temps vigilants. C'est d'ailleurs un petit peu la devise de tout le temps. Idée de traitement pour apaiser un chien qui angoissé ou stressé en balade quand il prend une odeur ou qu'il voit un congénère au loin. Très compliqué de le faire redescendre, il tire, n'écoute plus, j'ai vu des éduques, mais rien n'y fait vraiment. À la maison,
Allergie aux acariens, moisissures, donc gratouilles et léchages, qui sont aussi source de stress, car quand il commence, il a beaucoup de mal à s'arrêter, et je vois bien qu'il n'est pas bien, merci. Alors cette question, ces deux questions, puisqu'il y a apparemment deux questions séparées, sont très intéressantes, mais elles sont certainement liées. C'est-à-dire que ce chien a certainement un problème d'anxiété et de stress qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Et donc, il le témoigne à l'extérieur par une excitation, une hyper-excitation, et il le témoigne à l'intérieur, à la maison, peut-être par le fait qu'il y a des acariens et autres petites bêtes qui le gratouillent, mais en même temps parce qu'il y a un stress certainement lié à l'ennui. Donc on peut penser qu'il s'agit d'un chien qui a besoin d'énormément d'exercice. On ne nous a pas donné la race du chien, mais il y a des fortes chances que ce soit une race de chien qui soit avec une volonté d'exercice, de bouger, de remuer et tout, importante, ça c'est sûr. Et puis, on a un chien qui, en fait, n'a pas assez d'exercice dans la journée, ou pas assez répété, ou pas tous les jours, peut-être une ou deux fois par semaine. Voilà. Donc, il y a peut-être un travail à faire sur l'exercice. Et après, il y a un accompagnement qui peut se faire pour améliorer la situation et lui permettre d'être plus paisible, apaisé, comme le demande la personne qui a fait la question. Difficile de donner une réponse comme ça tout de go. Évidemment, il y a toujours des produits qui sont efficaces, ou plus ou moins. Il y a des plantes qui peuvent aider, qui peuvent décontracter. Il y a l'homéopathie qui peut aider. Mais je ne peux pas donner de nom, dire voilà, il faut donner telle chose et telle chose pour être efficace, parce que ça demande un questionnaire particulier sur l'animal, sur les humains qui l'entourent, les autres animaux qui l'entourent, et aussi l'environnement global qui a certainement son importance. Ceci étant, en attendant, écoutez, donnez un petit peu de millepertuis à votre chien, ça l'apaisera lorsqu'il sera à l'intérieur, et il y aura peut-être un petit peu moins de réaction quand il sera à l'extérieur. Voilà. Mais je pense qu'une consultation holistique dans le cadre de la naturopathie me semble indiquée pour ce genre de situation. Voilà. Alors la question suivante est: ma chienne Golden Retriever, 6 ans, est très sensible aux changements de temps et humidité. Elle déglutit beaucoup et tousse comme si quelque chose était coincé dans la gorge, et allergique, moisissure, acarien. Un conseil? Merci. Donc s'il y a un changement de temps, humidité, déjà c'est intéressant parce que si on souhaite un traitement homéopathique, on va chercher l'inflammation lorsque le temps est humide. D'autre part, si c'est un problème d'allergie, on peut aussi traiter par homéopathie. Moi, ce que je vous proposerais dans ce cas, c'est de donner pour commencer poumon histamine en 9CH par exemple, en donnant 3 à 5 granules le matin, 3 à 5 granules le soir, et lorsque le temps est humide, redonner à nouveau des granules dans la journée, par exemple le midi. Cela permettrait d'apaiser, de calmer ces phénomènes qui ressemblent à de l'asthme, à quelque chose qui ressemble à de l'allergie, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, peut-être qu'on peut aller plus loin, mais à travers une consultation pour avoir les éléments les plus précis, pour savoir si on peut avoir un traitement définitif. Parce que là, on est dans un traitement palliatif, on améliore la situation au moment donné, mais on ne règle pas complètement le problème. Pour ce qui est des acariens, des moisissures, il est évident qu'un nettoyage, entre guillemets, de la maison ou de l'appartement serait nécessaire. Il existe par exemple des fogueurs à base de plantes qui sont très pratiques, qui permettent d'éliminer pendant un certain temps, bien sûr rien n'est éternel, pendant un certain temps les parasites, les acariens, les moisissures qui peuvent traîner chez vous. Par contre, si vous avez un parquet, si vous avez beaucoup de meubles en bois, des poutres comme ici, écoutez, il faudra certainement un traitement plus fréquent. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. La question suivante est: bonjour, bonjour. Existe-t-il des traitements naturels pour guérir ou soulager la maladie de Cushing? Merci. Alors la maladie de Cushing est de plus en plus fréquente chez nos animaux, les chats, surtout les chiens et les chevaux.
La maladie Cushing, c'est un excès de cortisone naturel du corps qui est soit lié à un problème sécrétant au niveau de la glande surrénale, soit un problème sécrétant, voire tumoral, au niveau de l'hypophyse, qui est une glande qui est située dans le cerveau et qui gère toutes les hormones. Cette maladie est souvent générée par un excès de stress de l'animal lié à un excès de stress de l'humain, de l'humain de compagnie. Donc, peut-être faut-il voir un petit peu l'humain. Et puis, pour l'animal, il y a des traitements naturels. Parce qu'il existe évidemment des traitements chimiques. Mais je pense que si vous êtes venu poser une question là, c'est pour avoir des traitements naturels. Il en existe qui sont de deux ordres. De l'homéopathie. Hein, il y a des mélanges homéopathiques qui sont faits pour. Si vous allez sur Internet, vous trouverez ces mélanges. C'est plutôt des laboratoires qui se trouvent outre-Atlantique, puisque dans ces complexes homéopathiques, il y a des souches homéopathiques qui ne sont plus autorisées en France. Non pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce que la loi a prévu qu'on ne ferait plus d'homéopathie à partir de ces souches. Et puis, il y a aussi des traitements par des compléments minéraux, vitaminés, à base de plantes. Et c'est pareil, je vous demande d'aller sur Internet pour trouver ces solutions. Je ne suis pas là pour vous proposer un produit quelconque, mais bon, si vous le souhaitez, un message personnel vous permettra de le donner, mais je n'ai pas à vous faire de la pub pendant ces réponses à vos questions. Voilà, donc il y a des solutions qui améliorent notablement, qui entretiennent, en sachant très bien que le Cushing est une maladie qui ne peut pas se guérir, qui a tendance malgré tout à dégénérer avec le temps et qui donne des symptômes extrêmement différents. Souvent, les signes d'alerte sont des problèmes de peau, des pertes de poils ou des poils qui sont trop longs, des ventres qui s'arrondissent trop, des muscles qui se transforment en gras, des ligaments un peu faibles. Voilà, c'est très 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 général. Et donc il y a en effet des solutions. Bon, la question suivante est un petit peu longue, mais je vais vous la lire. Bonjour, notre chien, Uno, de 11 mois, a eu la giardiose en sortant de l'élevage. Après plusieurs traitements médicamenteux non concluants, il est devenu intolérant à beaucoup de choses, comme les vermifuges, etc. Donc Drontal, Métrobactin, Panacure et j'en passe. Collier Seresto, malade. Collier naturel, lavande géranium, malade. Pour le moment, pour le vermifugé, nous lui donnons de la terre de diatomée amorphe pendant une semaine, une fois par mois. Cela reste facile car pour guérir la giardiose, nous l'avons passé au barf de chez Vroom et cela se mélange bien. Nous aimerions alterner avec de la graine de courge. Faut-il la moudre SVP? Et pour l'ail, quelle posologie? Fréquence SVP. Merci à vous et belle journée. Plein de choses, plein de questions. Alors déjà, au passage, bon, la giardiose est de plus en plus fréquente dans les élevages. C'est une maladie en effet parasitaire dont on se débarrasse très difficilement. Et je vois que ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas très bien marché parce qu'en fait, il faut traiter l'immunité. Et si on ne donne pas un stimulant de l'immunité, on a rarement des réponses. Pour stimuler l'immunité, on tape sur deux côtés. D'abord, on refait la flore intestinale qui est la base même de l'immunité. Donc, on donne des probiotiques, des bons probiotiques de qualité. Je pourrais éventuellement, hors présentation, vous donner des noms. Et puis, on donne des plantes qui vont stimuler l'immunité. Et par exemple, j'aime beaucoup, et beaucoup pensent que c'est la plante la plus stimulante, j'aime beaucoup d'Echinacée purpurean, racine d'Echinacée pourpre, qui est la plus stimulante qu'il y ait. Et avec ça, déjà, on arrive à dominer, non pas diminuer, mais dominer la giardiose. Alors, ce chien est manifestement sensible au vermifuge, il est sensible aussi au collier, aux produits antiparasitaires externes. Alors, j'ai vu qu'on avait mis un collier. Sachez quand même que dans le collier, il y a trois choses. Il y a les produits qu'on met dedans et le support. Et en général, ce qui rend malade, ce n'est pas lavande et géranium, mais c'est le support, c'est le collier lui-même. Donc, essayez les pipettes qui contiennent
comme celles auxquelles je pense, qui contiennent à la fois du margosa et puis qui contiennent de la lavande, qui contiennent en effet du géranium et d'autres plantes, elles sont efficaces et a priori, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous arrivez à contenir tout avec la terre de diatomée, continuez comme ça. Pour ce qui est de l'ail et des graines de courge, on considère que non pas une tête, mais une petite gousse d'ail qui ferait 2-3 grammes conviendrait à peu près pour 1 kg de chien. Donc vous imaginez que ça fait énormément d'ail à donner pour un gros chien. On raconte aussi que l'ail est très dangereux pour les chiens. Sachez que personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec cela et qu'aux États-Unis, un vétérinaire a démontré que même des doses phénoménales d'ail ne provoquaient pas de problème. Ceci étant, il y a des gens qui ont calculé et qui ont mis ça en comprimé, donc ça peut être très facile. Pour les graines de courge, vous pouvez donner, si c'est un chien, je crois que vous ne m'avez pas dit le poids, non, donc on n'a pas le poids, c'est pas grave. Moi, mon chien qui fait 20 kg, il va manger 10 graines de courge ou 3-4 jours de suite pendant tous les mois par exemple. Alors en effet, on peut lui donner comme ça, comme c'est un peu salé, les chiens les aiment beaucoup et les mangent très vite, mais on peut en effet les moudre si on veut. Ce n'est pas obligatoire. Je reviens sur mes petits comprimés. Certains laboratoires ont fait des vermifuges en comprimés qui contiennent de l'ail, qui contiennent des graines de courge, qui contiennent des plantes. Je vous donnerai peut-être des noms un peu plus tard. Et ces plantes vont aussi, comme le thym, le titri, choses comme ça, vont avoir une action défavorable pour les parasites internes et vont les éliminer. Donc c'est une proposition que je vous fais. C'est très facile, c'est très simple. On fait ça 3 jours de suite. On donne ces comprimés 3 jours de suite en fonction du poids. Et si on a une infestation vermineuse, 15 jours après, on recommence pour tuer les larves qui sont devenues des adultes entre-temps. Et après, on est tranquille. 4 mois, si vraiment il y a une grosse infestation chez vous. Normalement, 6 mois, ça me paraît raisonnable. Voilà. Alors maintenant, nous avons une question. Bonjour, mon cavalier King Charles, un CKC, chienne de 2 ans et demi. Depuis longtemps, elle fait des bruits de bouche. Mon interprétation est qu'elle a des remontées acides. Lorsque je l'ai expliqué au veto, il l'a mis sous zoprémasol pour l'estomac. Au début, j'ai vu une différence, puis c'est revenu. Difficile, j'avoue, pour le veto, car chez lui, elle ne le fait pas. Et une vidéo n'est pas très probante pour lui montrer. J'ai changé ses croquettes pour des croquettes spéciales digestion. Un début de mieux, et maintenant, c'est pareil. Je ne voudrais pas, si ce sont des remontées acides, qu'à force cela prenne de l'ampleur. Aussi, j'aimerais essayer quelque chose de naturel pour les remontées acides. Il y a quelqu'un qui a essayé un traitement en ce sens. Y a-t-il quelqu'un qui a essayé un traitement en ce sens? Merci beaucoup d'avance, Muriel et Charlie. Je pense que Charlie est notre cavalier King Charles. Alors, les acidités, les hyperchloridries sont de plus en plus fréquentes chez nos animaux. Je pense qu'elles sont liées à l'augmentation du stress des humains de compagnie qui se répercute sur nos animaux préférés. Alors, pour apaiser les problèmes d'hyperacidité, dans la grande majorité des cas, en donnant Nux vomica en 5 CH en homéopathie, 3 à 5 granules le matin et le soir, pendant 3 semaines, on arrive à un bon résultat. Ça, c'est déjà satisfaisant. Pour enlever l'inflammation qui est certainement à l'origine de cette hyperchloridrie, parce que s'il y a il y a une augmentation de la quantité de chlore au niveau de l'estomac étant la partie la plus acide du corps, c'est qu'il peut y avoir une inflammation. Pour apaiser cette inflammation, on propose de donner de l'extrait de plantes fraîches de réglisse. La réglisse, j'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet il n'y a pas très longtemps, apaise énormément tous les problèmes d'estomac et du début de l'intestin, et donc elle est indiquée pour ce genre de situation. Par contre, la réglisse, on n'en donne jamais en permanence. On fait des pauses, on fait 3 semaines, on arrête 1 semaine, et si ça revient, on recommence 3 semaines. Là, on est dans le traitement pour apaiser les problèmes de digestion, puisque ça n'a pas à durer avec les solutions qui avaient été choisies avant. Ceci étant, l'origine n'est pas fatalement traitée.
L'avantage, c'est que ça évite des complications. Ça évite des complications, en particulier la répétition de ce problème peut aboutir à des ulcérations au niveau de l'estomac qui peuvent elles-mêmes engendrer l'augmentation des hélicobactères et les hélicobactères favoriser l'apparition de tumeurs gastro-duodénales. En fait, une sorte de chaîne un peu dangereuse, donc il est bien de traiter ce problème. Donc ce que je vous propose, c'est Nux vomica d'un côté, de donner en extrait de plante fraîche ou en EPS de la réglisse de l'autre côté, faire ça pendant 3 semaines et voir ce qui se passe. Si ça revient, je pense qu'une consultation en naturopathie serait indispensable parce qu'il y a certainement d'autres éléments périphériques qui n'ont pas été pris en compte et qui jouent là-dessus. Le stress en particulier, peut-être d'autres éléments, peut-être dans l'environnement. Voilà, tout est possible. Mais essayez ça, je pense que vous serez content, vous aurez de bons résultats. Puisque je ne sais pas si on a le droit à plusieurs questions, mais je tente. Eh bien, c'était bien de tenter, puisque je vais répondre. J'ai un mâle de bientôt 10 ans qui commence à demander de plus en plus souvent à sortir. Il est non castré, il a un seul testicule, le deuxième ectopique lui a été retiré. Y a-t-il des remèdes naturels pour soutenir la prostate? Je vais essayer de ne pas mettre d'autres questions, mais avec 8 chiens à la maison, c'est peut-être pas la dernière. Bah, au moins, c'est honnête. Hein. Voilà, bon, bah, j'espère que pour aujourd'hui, ça sera la seule. Oui, il y a des traitements naturels pour traiter les problèmes de prostate. Alors, déjà, il faut voir qu'il y a des problèmes de douleur, d'inflammation, d'hypervascularisation. Et donc, c'est bien de pouvoir donner, par exemple, du cassissier. Le cassissier est le meilleur anti-inflammatoire. Le cassissier est cortisone-like, mais il est efficace comme la cortisone, mais il n'a pas les inconvénients de la cortisone. Donc là, on est en gémothérapie. Et puis, il y a aussi le séquoia et le pin sylvestre qui vont permettre d'enlever les douleurs et d'apaiser, toujours en gémothérapie, d'apaiser tous les processus qu'il y a au niveau de la prostate. Il y a aussi 2 plantes qui sont très efficaces, qu'on trouve en extrait de plantes fraîches, c'est l'épilobe et le poirier. Ce sont les 2 plantes du traitement de la prostate. D'ailleurs, les produits souvent prescrits qui sont chimiques, qui sont prescrits, non pas proscrits, ils devraient l'être, mais ils sont prescrits pour les humains comme pour les animaux, sont moyennement efficaces et ne sont pas dénués de toxicité. Donc le conseil, c'est d'utiliser l'épilobe et le poirier. Il existe d'ailleurs des mélanges, il y a un laboratoire que je connais bien qui fait un mélange, c'est un produit pour humains, dont je ne donnerai pas le nom, mais ça ressemble à prostate avec quelque chose derrière, dans lequel il y a l'épilobe du poirier, il y a aussi le cassissier, le séquoia et le pin sylvestre, et donc on a quelque chose de très puissant au niveau de la prostate. J'ai des témoignages à ce propos. Voilà. Bonsoir. Peut-on donner du cassissier en gouttes sans interruption? Donc, c'est tout bien parce qu'on parlait de cassissier juste il y a quelques instants. Alors, peut-on donner du cassissier sans interruption? Si on a affaire à un problème aigu ou à un problème légèrement chronique mais pas trop handicapant, c'est mieux de respecter la règle de la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire on donne le traitement pendant 3 semaines et on arrête pendant 1 semaine. Et après, le mois suivant, on recommence. Donc le cassissier, en général, on fait des cures de 3 semaines, on arrête 1 semaine et on reprend 3 semaines. Il y a des cas où on a des choses très anciennes qui sont très difficiles à nettoyer et où on peut être amené à donner du cassissier en permanence. Il m'arrive sur des problèmes de peau un peu anciens de donner du cassissier en permanence pendant plusieurs mois. Sans interruption, ça peut être toute la vie de l'animal ou de l'humain. On peut se poser la question. Il m'est arrivé, en particulier pour des chats qui avaient ce qu'on appelle le sida du chat, le FIV, une situation bloquée où s'il n'y avait pas de cassissier, le chat était mal. Parce que le sida du chat, faisait qu'il avait des symptômes permanents. Je l'ai fait et j'ai donné donc ce cassissier en permanence, sans inconvénient apparemment à ma connaissance. Ce n'est pas
judicieux dans le sens où on a souvent obligation avec le temps d'augmenter les doses, et il y a un moment où on ne sait plus comment augmenter, parce qu'on risque d'avoir des effets inverses, en particulier sur la stimulation de l'immunité par le cassissier. Mais s'il le faut, il le faut. Donc, selon le cas, on peut éventuellement en donner en permanence, mais je ne peux pas être affirmatif sur n'importe quel cas. Voilà, je tenais à le préciser. Alors, la question suivante est: bonjour, j'ai un jeune mâle chihuahua de 1 an qui a une faiblesse des tendons au pied avant, donc je pense à la patte avant. Je lui fais une cure de silicium G5. Y a-t-il un autre complément alimentaire, s'il vous plaît? Alors, s'il y a un problème de tendon, donc c'est en fait, je pense que le silicium, enfin il y a marqué silice G5, mais c'est silicium. Le silicium est tout à fait indiqué, puisque le silicium est le précurseur et l'élément le plus important du collagène et l'élastine, mais en l'occurrence du collagène, qui est un des éléments constitutifs le plus important des tendons. Déjà, il faut en donner une quantité suffisante. Un chihuahua, même s'il fait que 1,5 kg, doit prendre, si vraiment il a un gros problème à cet âge-là, ce qui est étonnant, mais pourquoi pas, c'est de donner au moins 5 ml tous les jours. Le matin à jeun de préférence, et tout le temps. Pas la peine de donner des anti-inflammatoires naturels, comme le curcuma et autres, l'arpagophytum, parce qu'on n'est pas dans des phénomènes d'arthrose et pas de phénomènes douloureux inflammatoires. Je dirais que le cassissier, on vient d'en parler en gémothérapie, peut être intéressant puisque le cassissier va nous apporter un petit soulagement et surtout permettre un meilleur métabolisme du silicium et de tous les minéraux, donc une calcification de meilleure qualité. Et puis peut-être, j'ajouterais, pour traiter ce problème de tendon, donner un produit comme l'ostéocinésine, par exemple, qui est un produit homéopathique, qui est une association de plusieurs bases homéopathiques, calcarea de différentes sortes, qui va aider dans la construction du squelette, mais aussi dans la construction des ligaments. Et ça peut être intéressant de le rajouter. Voilà ce que je peux vous proposer par rapport à cela. Alors, la question suivante est: bonsoir, ma chienne de bientôt 11 ans se met à faire ses besoins à la maison la nuit, problème médical ou c'est lié à son âge? Point d'interrogation. Réponse difficile, parce que ça peut être l'un, ça peut être l'autre. C'est-à-dire que le fait de faire à la maison, c'est peut-être une gestion des repas à revoir, ou la qualité même de la ration alimentaire. Et puis, ça peut être en effet un problème d'âge, bien qu'un chien de 11 ans n'est pas très âgé, à moins qu'on ait affaire à un chien de grand gabarit, puisqu'on sait que les chiens les plus grands et les plus gros sont ceux qui ont un espoir de vie moindre. Donc, je n'aurai pas de réponse véritable. Si c'est un problème d'âge, ça peut être lié à des problèmes de douleur au niveau du bassin, qui sont souvent liés à l'apparition de problèmes d'arthrose. Et donc des anti-inflammatoires naturels, bien sûr, comme le curcuma, comme l'arpagophytum dont je viens de parler, peuvent soulager de ces douleurs et faire que les problèmes de saleté, on va dire, soient moins importants. Difficile de répondre de façon catégorique à cette question. Et donc, s'il était nécessaire, je pense qu'une consultation serait bien. Bonsoir. Paco, caniche de 13 ans, a eu une urétrostomie il y a 2 ans. Depuis environ 1 an, le soir, il a des fuites urinaires. J'ai essayé beaucoup de choses, homéopathie, propalin, rien ne fonctionne. Il a aussi de l'arthrose. C'est intéressant parce que cette question va rejoindre un peu la précédente. L'urétrostomie, c'est en fait le chien a eu des calculs urinaires qui se sont bloqués dans l'urètre. Et donc, pour éviter que ces calculs aillent bloquer l'urètre et que le chien ne puisse pas uriner, on a fait un abouchement avant la sortie officielle, si je puis dire. On a fait un abouchement pour que les calculs puissent être excrétés naturellement, c'est-à-dire là où il n'y a pas de gêne à cause de l'os pénien, qui est un os dans la verge du chien. Donc, il peut arriver
en suite opératoire qu'il y ait des légères incontinences. Si c'est le cas, je pense qu'il serait bien plutôt de donner du cassissier pour l'inflammation, en gémothérapie, et puis pour la reprise au niveau neurologique, de donner des vitamines B. J'aime bien la levure de bière, c'est pratique, en paillettes ou en comprimé, les chiens adorent ça. Donc on donne énormément de vitamine B pendant un certain temps, et puis on donne un peu de cassissier pour enlever l'inflammation, et très souvent, ce genre de problème va disparaître. Cette incontinence n'est pas irréversible. Les incontinences urinaires, les incontinences fécales liées suite à des opérations, quelles qu'elles soient, peuvent très bien disparaître avec le temps. Il y a un remaniement neurologique, nerveux, qui existe, qui est long. Avant, on considérait qu'il n'y en avait pas, mais on sait qu'il existe, et donc il faut être très patient. Voilà. En attendant, gémothérapie cassissier, vitamine B en excès, et ça devrait être pas mal. Voilà. Ça va accélérer le mouvement, si je puis dire, accélérer la guérison, la récupération, et au moins améliorer la situation. Je me permets de poser une deuxième question, si possible, lors d'une communication animale. La personne m'a dit qu'il fallait soulager la rate de ma chienne, mais de quelle façon? Merci. Alors, je ne parlerai pas des communications animales parce que je pense que c'est quelque chose de très intéressant et que ça donne beaucoup d'informations qui, même pour moi, peuvent m'aider dans les soins qu'on peut apporter suite à des diagnostics de maladies et lorsqu'il y a aussi à côté une communication animale, on a beaucoup d'éléments complémentaires. S'il a été dit que la rate était dans mauvais état, c'est qu'il y a eu un excès de globules blancs en particulier, qui est allé se loger dans la rate pour nettoyer le corps. Seulement le problème, c'est que la rate, elle est un peu bloquée, qu'il faut la purger. Donc pour traiter la rate, certains utilisent des massages, mais ça m'est difficile de vous expliquer comment faire ces massages, hein, c'est assez particulier. Ce que je peux proposer, c'est plutôt de détoxiquer le corps avec soit des produits dépuratifs, soit avec des produits drainants. Je pense que l'association des deux serait intéressante. Et donc, il existe des mélanges de plantes, même si c'est des produits humains, n'hésitez pas à les utiliser. Ils sont aussi efficaces et ils marchent très bien. Tout est question de dose. Et donc, en fonction du poids du chien, on fait évoluer la dose. Et ça, hors vidéo, je pourrais vous donner les éléments. Et donc, on peut nettoyer le corps. On commencera par exemple par le pissenlit et l'orthosiphon pour nettoyer foie et rein de façon générale. Et puis après, on peut aller loin, on peut aller sur d'autres plantes qui vont permettre de franchement nettoyer le corps et drainer le corps. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose pour nettoyer cette rate. Je ne peux pas donner de nom de produits, de tout fait. Enfin, j'hésite un petit peu à vous les donner. Et donc, je pourrais vous fournir, je n'ai aucun avantage à cela, vous fournir hors vidéo le nom de ces produits. Bonjour, quelles sont les alternatives naturelles aux pipettes Stronghold pour traiter préventivement tiques et puces? J'ai lu des gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Si c'est OK, à quel dosage, s'il vous plaît? Merci. Alors, deux choses. Le Stronghold, les pipettes de Stronghold contiennent de l'ivermectine. L'ivermectine, connu officiellement pour être un vermifuge pour les chevaux, qui serait d'ailleurs inefficace, ce qui n'est pas vrai. Utilisé pour autre chose avec par contre beaucoup d'efficacité aussi. Et puis, utilisé chez les chats, chez les chiens, chez les lapins aussi. Et le Stronghold, l'ivermectine, pénètre dans le corps et va inonder le corps et la peau de cette substance qui vont tuer la plupart des parasites internes, pas tous,
et énormément des parasites externes, pas tous. Voilà. Extrait de pépins de pamplemousse. Alors, non, l'extrait de pépins de pamplemousse n'empêche pas les tiques et les puces. L'extrait des pépins de pamplemousse augmenterait. C'est parce que des questions se posent. Pas mal de naturopathes humains, mais beaucoup de naturopathes animaliers doutent de l'efficacité, augmenterait l'immunité générale. Et du fait d'augmenter l'immunité générale, ferait que le corps aurait capacité à réagir contre les parasites internes comme quand on a des parasites externes. Je ne suis pas sûr, et pour moi, ce n'est pas un très bon conseil. Par contre, il existe des choses naturelles. On en a parlé tout à l'heure, donc je reviens sur mon margosa, mon huile de Neem, N-E-E-M, qui est très efficace sur les parasites externes, qui peut être associée à de la lavande, à du géranium. Alors, quelles sont les plantes anti-stress? Les plantes pour améliorer le sommeil, les plantes pour mieux vivre ou effacer les traumas de la maltraitance. Il y a énormément de questions. Alors, ça va être compliqué de répondre à tout, et donc je vais prendre un petit peu de temps pour réfléchir, parce que les plantes anti-stress, c'est un petit peu toutes les mêmes en fait, toutes ces plantes pour mieux dormir. Alors déjà pour dormir, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Pour dormir, ce qui va aider, ça va être par exemple le grand plantain, ça va être l'aubépine, ça va être le pavot de Californie, ça va être la passiflore, la valériane. Voilà, c'est des plantes qui vont aider à dormir. Donc ça, je réponds déjà à une première partie de la question. Pour le sommeil. Pour ce qui est donc du mieux vivre, en plante, je dirais que pour moi, c'est le millepertuis qui va être l'idéal. Le millepertuis va aider, la mélisse va aider, et on pourrait retrouver là l'aubépine et la passiflore, mais le millepertuis en tête. Donc ça, voilà quelques plantes qui peuvent être intéressantes. Pour la question de l'antistress, on va retrouver un peu les mêmes plantes. C'est vrai que le millepertuis va largement aider. C'est vrai que moi j'aime beaucoup la millepertuis. Je l'appelle la plante du bonheur, parce que c'est vrai que c'est une plante qui est très bien supportée, qu'on essaie de suppléer d'ailleurs avec l'utilisation du CBD actuellement, qui n'est pas une plante, mais qui vient d'une plante, et avec des effets très inconstants. Alors qu'avec le millepertuis, après il y a une question de dosage, de trouver la bonne dose, on arrive à des résultats constants. Donc c'est quand même plus intéressant. C'est lié d'ailleurs à la structure même du millepertuis, le CBD n'étant qu'une ou quelques molécules, et le millepertuis étant une centaine de molécules différentes, donc on a un effet complètement différent et qui agit un petit peu dans tous les sens. Voilà pour répondre à cette question un petit peu vaste, un petit peu complexe. Il existe des mélanges qui contiennent tout ça sous forme d'élixir qui peuvent être intéressants. Quelque chose pour aider au sevrage du gardénal. Alors le gardénal, chez les animaux, il est donné pour les problèmes d'épilepsie. C'est-à-dire que ça fait dormir, parce qu'au départ le gardénal c'est un anesthésique. Il a été pendant très longtemps connu, puisque le gardénal est un barbiturique. Et donc actuellement on en donne pour les chiens, un peu les chats, mais surtout les chiens qui ont des problèmes d'épilepsie. Qu'est-ce qui peut permettre de diminuer, voire d'éliminer le gardénal, donc de sevrer l'individu sans inconvénient pour l'animal? Eh bien, moi je le dis en général, l'homéopathie avec Cicuta virosa. Cicuta virosa en 5 CH, 2 fois par jour. On arrive à un très bon résultat, un apaisement, pas de crise épileptiforme ou épileptique. Donc c'est bien, voilà. Il faut commencer
le cicuta virosa, continuer le gardénal, progressivement chaque semaine diminuer la quantité de gardénal, jusqu'à aller à 0 avec la protection du cicuta virosa, et on arrive à s'en sortir au niveau sevrage du gardénal. Évidemment, il y a certaines plantes qu'on pourrait donner. Moi, je pense que dans le sevrage, il faudra surtout nettoyer le foie après pour enlever toutes les traces de gardénal qu'on aura pris pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois et voire plusieurs années. Voilà, donc Cicuta virosa me semble un bon moyen de lutter contre ça. Dernière question pour aujourd'hui. Bonjour, comment procéder pour les vaccins? Point d'interrogation. Quels sont ceux qu'il est nécessaire de faire en rappel ou bien peut-on s'en passer pour notre petit chien? Point d'interrogation. Y a-t-il des alternatives naturelles pour les protéger? Point d'interrogation. Merci. Tout plein de questions. Une réponse certainement de Normand. En fait, je manque d'éléments pour donner toutes les explications et surtout du temps. Ces questions demanderaient quasiment 1 heure et je pense que vous seriez épuisé concernant cette question avant moi. Ceci étant, pour être simple, et peut-être je ferai un petit rappel là-dessus, en effet, il est possible, on peut éviter de faire les vaccins pour les chiens. On sait que les 4 premières injections, si elles sont faites sur une période de 12 mois, seront protectrices toute la vie du chien. On sait que certains vaccins sont peu importants parce que des maladies qu'on ne trouve plus. D'autres sont pas très intéressants parce que souvent correspondent à des maladies dont les virus mutent et donc les vaccins sont de moins en moins puissants. Des maladies pour lesquelles les anciens vaccins étaient pas bons et les nouveaux vaccins sont pas bien tolérés. Donc, comment faire? Il faut faire un choix en fonction de la situation, du mode de vie du chien, de l'environnement, des risques. En fait, on est dans cette fameuse balance bénéfice-risque. Et en pensant à l'individu et non pas dans l'idée du troupeau, parce qu'on était jusqu'à maintenant, comme pour nous, dans l'idée du troupeau, c'est-à-dire qu'on vaccine tout le monde. Il y aura peut-être des morts, et puis dans le tas, il y en aura qui ne seront pas très bien protégés parce qu'ils ne répondent pas au vaccin, mais dans l'ensemble, ça ira pas mal. On n'en est plus là. Aujourd'hui, les vaccinations devraient être envisagées dans le cadre personnel, en fonction des risques personnels de l'individu dans son mode de vie. Et puis, ensuite, la question peut aller sur est-ce que les vaccins correspondent à des maladies qu'on rencontre? De moins en moins, et les maladies qu'on rencontre, il n'y a pas de vaccin. Donc voilà, c'est le problème. Par exemple, pour les gastro-entérites hémorragiques, on va avoir plus de coronavirus et de giardiose que de parvovirose. Il y a des modes comme ça dans la nature. La nature, en fait, elle évolue, elle change, et puis elle s'adapte, puis elle passe à autre chose. Voilà, donc problème. Donc on peut aller sur l'immunité, et ça c'est un petit peu mon dada, c'est-à-dire qu'en stimulant l'immunité de façon non spécifique, on va protéger contre la grande majorité des virus, la grande majorité des bactéries, la grande majorité des champignons. En fait, en étant avec un niveau immunitaire satisfaisant, correct, le corps va être capable de lutter contre, d'empêcher les maladies de se développer. Ces maladies qui sont maladies infectieuses. Il y a une limite, mais la limite est dans les deux sens. C'est-à-dire que les vaccins, on le sait, plus l'âge avance, moins ils sont efficaces. C'est-à-dire que, tout simplement parce que le système immunitaire destiné à fabriquer des anticorps contre ces maladies est de moins en moins efficace. Et donc, là, par contre,
les stimulants de l'immunité, les stimulants généraux, sont beaucoup plus intéressants. Voilà, donc c'est une réponse pas de normand, mais peut-être insatisfaisante, mais qui demande, comme je le dis, à examiner chaque cas. En fait, c'est comme pour les maladies, et je le répète toujours, votre animal est unique. Et comme il est unique, chaque animal va mériter d'être traité, d'être aidé, d'être accompagné de façon différente en fonction de ce qu'il est, de la façon dont il répond aux stimulations extérieures, de la façon dont il est environné par les humains, par les animaux, par la végétation, par les maisons. C'est un tout. Et ça, c'est indispensable. Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie. Si ça vous a plu, allez, on met un petit pouce. Merci. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.